Un lieu comme ça est unique au Sénégal parce qu'il n'y a pas de lieu où on peut juste programmer du théâtre jeune public. Dans ce théâtre, bâti en pleine savane, la compagnie répète sa nouvelle création. Bonjour Mambi, bonjour nos invités. Je suis Irina Niculescu, metteur en scène et pédagogue et membre de la commission Humanitas de l'Union internationale des marionnettistes que je représente aujourd'hui, en dialogue avec Mambi. Nous avons commencé une série de dialogues avec des artistes qui sont des artistes intéressants, originaux, et en dehors de ça, on a un penchant intéressant vers l'impact social de leur travail. Mambi est notre deuxième invité. Le but de cette interview, c'est de rencontrer ces artistes. Le premier artiste était un artiste iranien qui voyage avec ses spectacles dans les villages éloignés de l'Iran où les enfants voient seulement la télévision, ceux qui ont la télévision et n'ont aucun autre accès à la culture, au théâtre, etc. Donc, voilà, j'ai fini l'introduction et Mambi, présente-toi. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier Unima de m'offrir cette opportunité de rencontre avec ces belles personnes. Irina, c'est une personne que j'estime et que j'admire beaucoup pour son travail et aussi sa bienveillance, surtout envers les gens avec qui elle collabore. Je suis très heureuse aujourd'hui de présenter le travail de mon association et, et voilà, de parler de ce projet qui est basé au Sénégal, dans un petit village de pêcheurs. Donc, je suis Mambi Mawin, comédienne, autrice jeune public et directrice artistique de Diarama. Ma première question pour toi, Mambi, qui a un travail si complexe, est comment as-tu découvert, comment es-tu arrivé à la marionnette? Euh, Parce que je sais que tu étais devenue comédienne. Bon, je suis un peu privilégiée parce que je connais déjà un peu ton histoire qui est très intéressante, très forte. Et raconte-nous un peu de ça. Alors moi, je suis arrivée au théâtre par hasard à l'âge de 21 ans. Vraiment, j'étais un peu perdue à cette époque-là. Je me cherchais et le théâtre m'a ouvert ses portes par une rencontre. Voilà, j'ai rencontré un metteur en scène et à l'époque, j'avais un appareil photo, j'aimais la photo et il avait besoin de quelqu'un pour faire figurant dans son spectacle. Et donc, j'ai accepté d'aller faire ce travail-là et c'est comme ça que je suis rentrée dans le théâtre. Donc, c'était en 95 et ça fait 30 ans aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai mis les pieds et tout de suite, j'ai voulu me former dans le théâtre et tout de suite, j'ai eu cette envie de m'adresser aux enfants. En fait, alors, quand à 21 ans, je revenais de France pour retourner au Sénégal, après une vie très, très compliquée où j'ai vécu en France dans une famille où j'ai été exploitée et j'ai décidé de rentrer au Sénégal sans rien. Donc, c'est vraiment ça. Donc, quand je suis revenue au Sénégal, c'était pas facile du tout parce que quand on part en Europe, c'est pour réussir. Et moi, j'ai décidé de quitter l'Europe avec rien et pour revenir dans mon pays et construire ma vie.
Donc, j'ai tout laissé là-bas et je me suis enfuie pour revenir au Sénégal. Et donc, j'avais 21 ans. Du coup, voilà. Et quand je suis revenue au Sénégal, c'était pas facile parce que quand on revient, ben, sans rien, et on a brisé l'espoir presque de beaucoup de personnes, ou en tout cas, les gens, ma famille avaient peur que je ne réussisse pas ma vie parce que, évidemment, pour nous, les pays, comme on nous appelle du tiers-monde, être en Europe, c'est la réussite. Donc, c'était ça. Et comment as-tu commencé? Donc, quand j'ai rencontré ce monsieur qui s'appelle Pape Faye, qui est metteur en scène, qui montait un spectacle pour la télévision et il avait besoin de figurants, et donc avec un appareil photo. Et donc, moi, j'ai fait ce rôle de figurante et les répétitions se faisaient au Centre culturel français. Et donc, quand je suis allée pour répéter dans cette pièce-là, ça a duré 3 mois. Donc, c'est là que j'ai découvert vraiment le théâtre, puisqu'il y avait une programmation qui se passait. Puis avec les amis qui jouaient dans la pièce, qui répétaient avec moi, on a monté des sketchs. Bon, c'était des propositions qu'on me faisait et j'ai commencé à faire des sketchs et je me trouvais très drôle. Et d'ailleurs, en y repensant, quand j'étais petite, j'adorais le personnage du clown et je faisais beaucoup le clown à la maison. Et je me disais, un jour, je vais faire le clown, mais je ne savais pas qu'un jour, je serais comédienne et que je ferais vraiment le clown pendant 15 ans. Donc, à 21 ans, je commence le théâtre avec ce metteur en scène. Du coup, j'ai eu envie de me former. Et au Centre culturel français, il y avait une Brésilienne, d'ailleurs, qui s'appelle Marcia de Castro, qui a formé beaucoup d'acteurs en Afrique, au Burkina Faso, en, en Guinée équatoriale, en Éthiopie, au Sénégal. Et quand elle est arrivée au Sénégal, elle a ouvert son cours de théâtre et je me suis inscrite, puisque c'était au Centre culturel français. Donc, je suis allée m'inscrire dans ce cours de Marcia et c'est comme ça que j'ai commencé à me former à l'âge de 21 ans au théâtre. Donc, en fait, en France, je vivais dans une famille africaine qui m'avait fait venir en France avec des promesses à ma famille et qu'ils n'ont pas tenues. Donc, c'est une famille africaine qui vivait en France. Voilà. Et Marcia de Castro, elle a formé en Guinée équatoriale. Et elle n'est jamais venue en Guinée-Bissau, mais elle a fait la Guinée équatoriale, l'Éthiopie, elle a fait le Burkina Faso et puis le Sénégal, où elle a formé beaucoup de grands artistes aujourd'hui africains. D'ailleurs, Marcia, tout de suite pendant la formation qui a duré 4 ans, donc elle faisait venir des intervenants de France, des clowns, on a fait du théâtre, on a fait les bouffons, on a fait le clown, on a fait beaucoup de formations de personnes qui sont venues de France pour nous former. Et moi, j'ai dit tout de suite à Marcia, j'aimerais vraiment créer une compagnie pour enfants. Et c'est avec Marcia qu'on a créé, donc en 95 ou 96, la première compagnie de théâtre pour enfants en Afrique, au Sénégal, mais c'est la première compagnie de clowns en Afrique de l'Ouest avec Marcia. Et donc, grâce à Marcia, j'ai obtenu une bourse de la coopération française pour faire 1 an de théâtre à Paris, alors que j'avais quitté la France en me disant que je vais refaire ma vie et je n'avais Jamais en jamais France. pensé que je retournerais en France. Mais au bout de 2 ans, j'ai eu une bourse et je suis venue 1 an en France étudier le théâtre. Et j'ai rencontré Ariane Mouchkine avec qui j'ai fait un stage. J'ai fait des stages de clown avec Alain Blanchard. Et pendant 1 an, j'ai fait ça. Et quand j'ai fini ma formation, je suis retournée en Afrique parce que j'avais déjà ma vision de faire quelque chose chez moi. Et je suis revenue et j'ai continué encore 1 an avec Marcia avant qu'elle quitte le Sénégal. J'ai travaillé aux 15 ans avec ma compagnie.
Et puis, au bout de 15 ans, j'ai eu envie d'écrire l'histoire de ma vie et pour le jouer au théâtre. Et donc, parce que j'ai quand même une vie assez rocambolesque, et parce qu'à l'âge de 7 ans, j'ai été confiée à une tante loin de ma mère. Et à l'âge de 12 ans, j'ai été envoyée en Guinée-Bissau parce que ma mère et mon père sont originaires de Guinée-Bissau, encore loin de ma famille. Et à 17 ans, on m'a envoyée en France où j'ai vécu 3 ans et demi jusqu'à l'âge de 21 ans. Et donc, c'est cette histoire-là que je voulais raconter. Cet enfant qui n'a pas su dire avec toute sa force, non, je ne veux pas partir. Comment raconter mon histoire et revoir mon enfant, l'enfant que j'étais, qui dit non, je veux rester avec ma mère, non, je veux rester avec ma famille. Donc, j'ai écrit cette histoire-là au bout de 15 ans. Donc, quand je l'ai écrit, j'avais plus de 30 ans. Et donc, je suis retournée voir Marcia qui vivait en France, puisqu'elle me connaissait bien, elle connaissait mon histoire, et je voulais que ce soit elle la metteur en scène de cette pièce-là. Donc, c'est Marcia qui m'a orientée vers les marionnettes en vrai, parce que dans mon histoire, je voulais raconter différentes personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, comme ma tante qui m'a élevée de 7 ans jusqu'à 11, 12 ans, qui était une lingère, qui était une femme extraordinaire, bien que j'étais pas bien dans sa maison, mais elle a toujours été gentille avec moi. Son mari qui me battait. Je voulais raconter aussi l'école, la difficile réalité de l'école en Afrique où on bat les enfants. Je sais que tu as joué le spectacle en France aussi. Et je ne sais pas si tu as joué à Paris, mais est-ce que tu as joué aussi à Charleville? Oui. Oui, parce que en fait, quand Marcia m'a dit, tous ces personnages-là, tu veux jouer toute seule, tu sais que tu peux les faire avec des marionnettes. Moi, je connaissais pas les marionnettes du tout. Et donc, elle m'a dit, je connais quelqu'un travaille à Charleville-Mézières qui pourrait t'accompagner. Donc, c'était euh, le feu euh, Ekel, qui est décédé, Jean-Louis Ekel, qui était à l'époque à l'Institut. Voilà, donc Jean-Louis, on lui a écrit pour lui dire que de me montrer, de m'enseigner, de m'accompagner. Donc Jean-Louis m'a permis de rencontrer Lucille Botson et Lucille m'a offert l'opportunité d'aller faire 2 semaines à de faire la recherche pendant 2 semaines sur les marionnettes pour que je puisse me rendre compte de quoi il s'agit. Et quand j'ai vu à Charleville-Mézières, à l'espace de documentation, que j'ai vu ce monde de la marionnette et tout ce qu'il y avait autour, j'ai dit, waouh, ça c'est incroyable parce que j'arrivais à un moment de ma vie où j'avais envie de changer un peu et la marionnette est arrivée comme ça va vraiment être mon compagnon pour le reste de ma vie. Et vraiment, j'ai fait une belle découverte là, à Charleville-Mézières. Et j'ai répété là ma pièce aussi. J'ai eu la chance de faire une étape de création et puis de montrer le travail là-bas. Euh, et vraiment, ça m'a ouvert beaucoup de portes, vraiment. Et j'ai pu jouer à Charleville au festival et par la suite jouer à la Nef chez Jean-Louis et dans beaucoup d'autres endroits, cette pièce-là. Et aujourd'hui, cette pièce, elle est exposée au musée Gadagne, tous les objets que j'ai utilisés. C'est vraiment un honneur pour moi de voir ce travail-là finir au musée Gadagne à Lyon. Moi, maintenant, je veux te demander comment t'es venue l'idée de créer. Raconte-nous comment tu as créé Jarama. Quel était quand t'es venue l'idée et comment as-tu fait
ce lieu que j'ai vu sur vidéo et qui est extraordinaire. Diarama va fêter ses 20 ans en décembre. Et en fait, Diarama, c'est un projet donc, qui naît de cette vision-là que j'avais de créer un lieu où les enfants peuvent venir voir du théâtre, où les jeunes peuvent être formés pour développer le théâtre jeune public. Donc, c'est en 2005 avec mon mari, Alessandro Fani, et mes deux frères, Sylvain, Alphonse et ma sœur, Victoria, et un ami que j'ai réuni et pour créer l'association Diarama et dans le but de créer un centre pour les enfants où on peut développer un festival ou développer un théâtre et former les enfants. Voilà. Est-ce que vous avez construit le théâtre vous-même, le lieu en plein air, ce genre de cercle est très très beau. Il respire, il intègre l'espace d'une façon discrète et très en harmonie avec la nature. Comment avez-vous fait ça? Bon, le théâtre a été construit, le centre se trouve dans ce petit village de pêcheurs où vivait un mécène, un grand homme de culture qui s'appelait Gérard Chenet, qui nous a quittés il y a 2 ans. Il était de Haïti et il est venu s'installer au Sénégal pour accompagner le processus d'indépendance pour les pays africains qui venaient de prendre l'indépendance. Et Gérard Chenet était poète. Il est venu s'installer dans ce village-là. Et donc, quand j'étais jeune et que j'avais rien, pas de lieu, il m'accueillait dans son lieu pour faire mes créations. Et c'est comme ça que je suis tombée amoureuse de ce village. Et Gérard nous a conseillé, beaucoup de jeunes, il nous a dit d'acheter des terres pour venir le retrouver parce que lui, il a construit un théâtre magnifique, le plus grand de l'Afrique de l'Ouest, dans ce village. Et il a accompagné beaucoup d'artistes formés. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée dans ce lieu-là. Et il n'y avait rien dans le lieu quand on est arrivé. Très peu d'arbres et rien. Donc, j'ai la chance d'avoir un mari qui touche à tout. Et donc, Alessandro aime l'architecture et réfléchit beaucoup sur les matériaux. Et donc, c'est lui qui a construit le théâtre. Dis-nous, qu'est-ce que signifie Jarama? Jarama, c'est un mot en Peul qui est une langue africaine. Le Peul est parlé dans beaucoup de pays d'Afrique, du nord jusqu'au centre-Afrique. Et ce mot signifie merci et bonjour aussi. Parce qu'on peut dire merci en disant Jarama et on peut saluer les personnes en disant Jarama aussi. Et je trouve ce mot résume toute ma vie parce que finalement, ma vie est vraiment merveilleuse. J'ai reçu beaucoup de choses après avoir souffert et je voulais remercier la vie. Et c'est comme ça que le mot Djarama a été choisi pour le nom de l'association, pour remercier l'art qui m'a aussi construit puisque aujourd'hui, toutes mes références viennent de l'art, toutes mes rencontres, tout ce que j'ai. Aujourd'hui, j'écris grâce à ma rencontre avec l'art. Euh, je ne pouvais pas ne pas remercier l'art. Et donc, c'est comme ça que le mot diarama a été choisi pour le nom de l'association. Jarama a une activité en dehors de l'activité théâtrale. Elle a une activité éducative. J'ai vu que votre travail, vous formez des adolescents pour d'autres arts du théâtre, le mime, la danse, la marionnette aussi. Et j'ai vu que vous avez créé aussi une école maternelle. Et je pense qu'une école avec
des enfants un peu plus grands qui, si j'ai bien compris, ils apprennent ce qu'on apprend à l'école primaire, mais ils apprennent aussi faire de l'agriculture, planter leur nourriture. Quel est votre programme? Alors, Diarama s'est développé beaucoup parce que on vit dans des pays où beaucoup de choses sont à faire et beaucoup reste à faire. Et donc, quand on choisit de vivre dans un petit village où il y a pas beaucoup de choses, où les écoles ne sont pas adaptées aux enfants d'aujourd'hui, où on les frappe encore, où ils sont une centaine dans les classes, où un enseignant n'a pas tout le matériel pour enseigner aux enfants. Alors, on se dit, nous, on est là, on voyage, on connaît le monde, comment il marche. Dans nos écoles, on frappe nos enfants. On s'est dit, pourquoi on ne créerait pas une école où les enfants ne sont pas frappés, où on les écoute, où on les guide, où on leur apprend à avoir un estime d'eux-mêmes, où on leur apprend à lever la tête, on leur apprend à aimer là où ils habitent. Et c'est comme une école qu'on rêvait pour nous. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans ma pièce, j'ai parlé de la violence qu'on fait aux enfants dans les écoles. Et donc, c'est une école que nous, on rêvait d'avoir pour nous. Au début, le projet Diarama, c'était le théâtre. Mais quand on fait du théâtre pour enfants, on doit inclure toutes ces choses qui permettent à l'enfant d'être un homme de qualité, d'être un homme conscient de ce qui l'entoure. Du coup, le projet Diarama s'est agrandi. Pour les enfants, on a intégré cette école-là, qui est une école maternelle et primaire. Aujourd'hui, il y a 120 élèves. À plein temps, c'est une école à programme sénégalais. On suit le programme sénégalais parce que nos enfants, après, ils vont au collège public après être chez nous. Donc, mais nous, notre programme est enrichi avec des méthodes alternatives comme Montessori, comme Freinet, où l'enfant a l'autonomie pour travailler avec un matériel qui lui permet de réfléchir, de manipuler, et en plus de ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'école ne se passe pas seulement dans les classes. On a aussi une classe à l'extérieur qui est le jardin pédagogique où l'enfant va cultiver qu'est-ce qu'il va manger à la cantine de l'école. Donc, pour lui permettre de savoir d'où vient, qu'est-ce qu'il mange. Oui, Diarama, c'est ces quatre pôles. Donc, il y a le pôle culturel qui porte le projet culturel avec un réseau de diffusion qui amène 8 spectacles par année, qui les diffuse dans le territoire sénégalais, qui porte un festival biennal et aussi une école de formation artistique pour les jeunes non scolarisés. Parce qu'il faut savoir que dans nos pays, il y a encore beaucoup de jeunes garçons et des filles qui n'ont jamais été à l'école, qui ne savent ni lire ni écrire. Et ces jeunes-là, il n'y a rien qui est prévu pour eux dans les programmes officiels. Donc nous, dans notre école de formation artistique, nous formons ces jeunes-là qui n'ont pas eu la chance, comme moi, d'étudier à l'école. Donc on les forme au théâtre, au cirque, à la marionnette, à la danse, comme tu disais, Irina. Et nous avons donc le pôle culturel qui est très complexe et le pôle éducatif qui porte l'école primaire et maternelle avec le jardin pédagogique. On a un pôle agroécologique qui forme, pareil, ces jeunes filles et jeunes garçons qui n'ont jamais été à l'école. On les forme à l'agriculture et après, on les accompagne on leur donne la terre, l'eau et les semences et on va même acheter qu'est-ce qu'ils vont produire pour notre école parce qu'on a beaucoup d'enfants à nourrir. Et même ça, c'est pas assez. Et donc, on a créé avec le projet agroécologique un,
un laboratoire de transformation qui permet à la communauté du village de venir transformer dans des conditions d'hygiène qui sont correctes. Et on a le pôle sport qui vient d'être le quatrième pôle de l'association, donc avec un terrain multisport où les enfants du village, parce que c'est le seul terrain du village où on peut faire du sport, qui viennent faire le sport dans Diarama. On essaye vraiment de créer un village autonome où les gens qui vivent là ont accès à un certain nombre de services. Et tout ça, c'est vraiment social parce que les enfants sont parrainés. Certains ne payent pas, d'autres, on trouve des gens qui les aident parce que notre projet n'est pas soutenu par l'État. Nous payons les enseignants et 30 personnes travaillent à Diarama, sont payées par la culture, la vente des spectacles, la vente des produits transformés, par toutes les activités que nous faisons et aussi des projets internationaux que nous répondons pour développer les formations. Votre travail est extraordinaire. Est-ce que les enfants qui viennent chez vous sont de ce village ou ils viennent de toute la région, des alentours? L'école maternelle et primaire, c'est pour les enfants des villages qui sont autour de Diarama. Et pour les projets de formation, nous touchons des jeunes qui viennent d'autres régions parce que souvent le programme de formation est accompagné par des appels à projets qui nous financent donc la prise en charge des jeunes qui viennent d'autres régions du pays. Et sinon, le projet Diarama, c'est vraiment un projet qui se veut un projet pilote pour que les gens, les jeunes Sénégalais puissent comprendre et savoir qu'on peut changer les choses nous-mêmes là où nous sommes. L'idée, c'est de donner envie aux jeunes de créer aussi des lieux comme nous. C'est pas facile. On a été accompagné par beaucoup de gens qui ont participé à nos crowdfunding pour construire l'école. On a des milliers de gens qui nous suivent et qui nous accompagnent. Et c'est ça, grâce à ça, qu'on a pu réaliser le projet. Mais notre rêve, c'est de voir ce projet démultiplié un peu partout au Sénégal et même dans les pays limitrophes du Sénégal. Je ne sais pas si c'est d'actualité, mais je sais qu'il y avait un problème avec la construction d'un chantier naval, je pense, big business, et que vous seriez obligé de déménager. Est-ce que c'est vrai? Malheureusement, c'est la stricte vérité. Donc, il y a quelques années, 4 5 ans, on a appris que l'État du Sénégal va construire un port à conteneurs, le plus grand de l'Afrique de l'Ouest, qui va s'étendre sur 1200 hectares dans le village, puisque c'est un village de pêcheurs, donc il y a la mer tout près. Et donc, nous, notre centre est à l'intérieur de ce projet-là. Et depuis quelque temps, nous savons que le centre va être détruit. On ne sait pas quand ça va arriver. Les travaux du port ont commencé depuis 2 ans maintenant, ou un an et demi, je ne sais plus. Donc, on attend. Nous attendons que les pelleteuses arrivent sur nous. Mais nous attendons aussi, nous avons confiance que l'État va quand même faire Oh un non, geste parce que nous oui. sommes des Sénégalais, et que nous travaillons pour les Sénégalais et que nous aimons notre pays, même plus que l'État, parce que nous vivons là, nous habitons là, là où c'est un choix de vivre là et d'accompagner la communauté. Donc, je pense que l'État ne va pas nous détruire comme ça. Mais c'est vrai que dans 1 an, 2 ans, le port viendra prendre le lieu. Nous ne savons pas ce qu'on va devenir. Mais on attend que l'État voilà, vienne vers nous
que les instances nous disent qu'est-ce qu'ils vont faire de nous, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce que ce lieu va devenir. Jusqu'à ce jour, on ne le sait pas. Mais les travaux ont commencé et nous savons que nous sommes dans le port. C'est triste et malheureux parce que avec mon mari, on a choisi cet endroit, on a acheté, on a construit depuis 20 ans, pièce par pièce, et planté. Il y a plus de 400 arbres qui sont dans le lieu aujourd'hui. On a planté plus de 150 et des arbres ont poussé tout seuls parce qu'on laisse tout pousser. Et ce lieu, pour nous, c'était notre lieu où on va vivre toute notre vie. Mais malheureusement, on ne peut pas toujours choisir euh, le devenir de nos, voilà, de nos zones parce que l'économie prime sur l'humain, malheureusement. L'économie et surtout l'argent. Alors, s'il y a une chance qu'il vous aide à reconstruire le centre dans un autre lieu, si j'essaye de penser à la meilleure possibilité. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste dans la vie, hein. Je me dis toujours que les choses qui nous arrivent, ils sont des signes qu'on doit juste savoir les interpréter. Et souvent, quand on pense que on est perdu et qu'on ne sait plus où on va, en fait, il suffit de regarder autour et de s'écouter. Et donc, au début, on s'est battu pour pas sauver nos murs et le théâtre, mais sauver cette zone qui est l'une des zones les plus vertes près de Dakar. Et pour nous, on pense aux générations futures, parce que le port, ça va polluer. Évidemment, ça va amener l'économie, mais c'est pas l'économie qui nous fait respirer. C'est pas l'économie qui nous donne l'oxygène. Donc, nous, on s'est battu pour sauver cette zone qu'on appelle même le poumon vert, parce que plusieurs associations sont installées là et ont permis à cette zone de se développer comme un poumon vert. On n'est pas les seuls qui sommes là et on s'est mis ensemble pour se battre pour préserver cette zone-là. Voilà, mais l'État pour l'instant est concentré sur le travail du port. Mais Jarama aujourd'hui s'est développé, les gens connaissent notre travail. Aujourd'hui, on est sur deux sites et ce deuxième site qu'on développe depuis 4 ans maintenant, ce deuxième site, si jamais l'État détruit le premier site où on est, et c'est triste parce que ce site-là, on l'a choisi, on l'a acheté. Ce deuxième site qu'on nous a confié, et c'est pour ça que je dis, quand on est perdu, il y a toujours quelque chose. Donc, ce site qu'on nous a confié qu'on pourrait nous le donner. Mais pour l'instant, il n'est pas à nous. Nous, on le développe, on a installé des activités là-bas, mais il se peut que si le port détruit le site que nous avons acheté, mon mari et moi, on pourrait reconstruire l'école dans ce deuxième site-là. Et donc, ce serait ça notre espoir de reconstruire l'école là-bas. Mais c'est sûr qu'on ne pourra pas refaire le théâtre, refaire tout ce qu'on a fait dans le site, parce que 20 ans, c'est pas 20 jours. Donc, on est plus jeune. Moi, aujourd'hui, j'ai 52 ans, même si je parais une petite fille. Mais voilà, Ça, je c'est ne peux vrai. pas refaire 20 ans euh, comme ça, comme on fait, tourne un film rapide. Donc, on va faire ce qu'on peut faire dans ce deuxième site si jamais le port nous prend le premier site. Mais on ne pourra pas tout refaire, malheureusement. Je pense que votre projet est vraiment, et votre travail et votre réussite s- sont formidables. Vraiment. Je suis profondément touchée et je pense que je suis sûre, Mambi, que vous allez continuer. Je pense que vous avez marqué la vie de plein de gens et que
quelque part déterminer, changer et déterminer leur avenir. Nous allons tous venir vous donner un coup de main. Merci, Rina. Merci, c'est très gentil pour tes paroles, vraiment. Et oui, de toute façon, j'ai changé de place en fait parce que les jeunes ont commencé à jouer de la musique. Et donc, j'ai pas très bien entendu euh, ce que tu as dit quand je me déplaçais. Mais une chose est sûre, c'est que moi, hein, depuis toujours, je me sens le devoir envers les enfants de mon pays. Parce que je me dis que euh, je peux changer les choses pour certaines personnes et je le fais pour que les jeunes qui sont autour de nous puissent au moins rêver de l'Afrique parce que on ne nous a pas appris à rêver de l'Afrique. On nous a toujours montré l'Afrique comme le continent pauvre, le continent où ça donne pas envie d'y vivre, et jusqu'à ce que même nos enfants ne veulent pas rester dans ce continent. Beaucoup de pays voient leurs enfants partir, mourir dans la mer, et alors que nos pays sont des pays où tout est à faire, tout. Alors moi, mon devoir, c'est d'apprendre à l'enfant, là où j'habite, l'enfant qui est autour de moi, de lui dire, regarde bien autour de toi. Tu es dans un endroit où tout est à faire. Tu as tellement de possibilités que tu ne peux même pas croire. Alors, je le fais comment? Je le fais à travers ma passion qui est le théâtre. Euh, on le fait à travers notre école où on enseigne aux enfants de s'aimer en tant qu'Africains, d'avoir un estime de soi-même et de rêver de l'Afrique. C'est ça que nous faisons. Votre travail est vraiment très proche de mon cœur et je suis sûre qu'il va continuer. Et j'espère vraiment que notre dialogue va inspirer d'autres gens, d'autres artistes, je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de lieux dans le monde qui ont besoin de ça, qui ont besoin du lien avec la nature, qui ont besoin de croire qu'ils peuvent changer quelque chose et que ça vaut la peine d'avoir le courage. Je pense que nous allons nous arrêter ici et si on a nos collègues et si vous avez des questions avant de se séparer. Mais donc, comme je l'ai dit, on essaye de créer, d'offrir aux enfants des espaces où ils peuvent se développer en sécurité, où, où ils ont des outils aussi pour les accompagner. Je ne suis pas seule, comme je l'ai dit au départ. Aujourd'hui, Diarama, c'est 30 personnes qui œuvrent autour des projets de Diarama et chaque personne apporte son grain de sel et chaque personne met la main à la pâte et c'est comme ça que le projet agrandit et devient solide. Donc, chaque pôle est dirigé par des gens qui sont passionnés, comme le pôle éducatif, c'est des enseignants qui ont compris le projet, qui respectent les enfants, qui les accompagnent avec bienveillance. Le pôle culturel, je ne suis pas toute seule, je travaille avec Olivier, qui est mon bras droit, qui est une personne extraordinaire, qui travaille avec moi depuis 10 ans maintenant, avec qui je m'entends très bien, on est très en complicité. Donc, c'est toutes ces personnes-là qui créent ces lieux sécuritaires où les enfants ont envie de venir parce que nous, en fait, notre plus grande joie, c'est quand
les enfants de l'école viennent nous dire, ah, je ne veux pas aller en vacances. Hum, je veux venir à l'école. Alors que moi, quand j'étais petite, je souhaitais que l'école brûle, que je n'y mets pas les pieds. Donc, quand un enfant vient à l'école avec le sourire, alors ça nous fait du baume au cœur. On se dit, oui, c'est ça en fait la réussite de ce projet, c'est de voir les enfants qui sont heureux d'être à Diarama, d'être en sécurité, de pouvoir parler, dire leurs pensées, tout. Vraiment, c'est, c'est tout le monde qui contribue à ça. Moi, déjà, je pars de ma pièce qui racontait ma vie, qui n'était pas facile du tout, et je me suis rendu compte qu'en y mettant les marionnettes, ça m'a permis à moi d'avoir une distance entre mon histoire. La marionnette m'a permis de créer cette distance-là. Et aussi, la marionnette, c'est un outil pédagogique aussi, un outil qui permet de raconter sans, par exemple, moi, si ce n'était pas la marionnette, il y a des sujets que je ne vais pas aborder parce que c'est des sujets qui sont sensibles, où je peux être critiquée. Mais quand c'est les marionnettes qui disent les choses, on ne peut pas critiquer une marionnette. Non? C'est ça aussi, en fait, la force de la marionnette. Moi, pour moi, utiliser la marionnette dans les spectacles, ou dans la pédagogie avec les enfants, c'est quelque chose voilà, qui transcende vraiment c'est c'est un outil, c'est un médium qui est très puissant parce que, je dis, on ne peut pas emprisonner une marionnette. On ne peut pas la mettre à la prison parce qu'il dit la vérité ou parce qu'il corrige un adulte et ça reste une marionnette. Les gens vont rigoler. Et si c'était toi qui le dis personnellement, on peut te critiquer tes pièces. Oui, tu dis des choses. Alors pour moi, la marionnette, c'est vraiment un outil qui me permet d'aller au-delà de ce que moi, personne, je peux faire. Merci beaucoup, Mambi. Merci pour cette rencontre et merci pour tout ce que tu fais parce que même si on ne vit pas en Afrique, il y a des problèmes profonds partout. Si on a les yeux et l'âme pour les voir et les reconnaître, et il y a beaucoup à faire partout, même dans les pays riches et les plus riches. Et je pense que votre travail est une immense inspiration et encouragement. Merci beaucoup. Mais j'aime bien partager cette histoire pour que les gens sachent que, voilà, des fois, on pense que on ne peut pas faire grand-chose, mais en fait, il suffit de commencer et on se rend compte que oui, on peut faire quelque chose. Même si c'est une goutte d'eau, ben, c'est ça qu'on fait. Et ça, c'est important de le savoir.